Bonjour à tous et bienvenue pour ce billet numéro 294 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, nous allons parler des Los Angeles Lakers avec surtout JJ Redick nommé coach et le bras de fer entre LeBron James et les Los Angeles Lakers qui s'est déroulé pendant quelques mois. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Alors, JJ Redick chez les Lakers, nouveau coach des Lakers. Bon, la news n'est pas très fraîche, ça fait déjà quelques semaines qu'on le sait, mais j'avais pas eu le temps de revenir un peu sur ceci et j'ai quand même 2-3 trucs à dire, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que la situation est assez intéressante sous plein de points de vue finalement. Surtout que moi, je me suis largement planté sur ce cas-là en termes de pronostics là-dessus, donc je vais essayer un peu d'expliquer pourquoi aussi, où est-ce que je me suis un peu planté royalement. Mais globalement, on va pas parler que de ça. Je trouve qu'il y a un effet assez... Enfin bref, c'est assez significatif, à mon sens, de où en sont les Lakers, un peu tout ce qui s'est passé. Donc allons-y, essayons un peu de rentrons dans le sujet sans plus tarder. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que, de toute évidence, et je peux vous renvoyer vers le bilan 2024 qu'on a fait il y a quelques jours, si ça vous intéresse, si vous êtes fan des Lakers notamment. Mais c'est vrai que, pour commencer au tout début, la situation avec Darvin Ham, au niveau coaching, bon, on avait compris que c'était fini. Voilà, ça faisait plusieurs mois. On avait eu une première année assez fabuleuse, et même en termes d'ambiance, le run des playoffs 2023, etc., etc. Tout allait bien. C'était un coach rookie qui était fabuleux, qui était au niveau de Steve Kerr à l'époque, coach rookie qui va en finale NBA et même qui gagne le titre, etc., etc. Bon, ça s'est très vite gâté, finalement. On s'est bien rendu compte que ça ne matchait pas, notamment avec les stars, avec Anthony Davis et LeBron. Donc, ok, il fallait passer à autre chose. Donc, là-dessus, rien de plus à hardir que ce qu'on a déjà dit, mais ça semble aller vers la fin de manière assez évidente. Mais pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est que notamment, vous savez que l'association LeBron et Redick a commencé avant la fin de saison, en fait. Donc, Darvin Ham était encore le coach des Lakers quand il y a eu ce fameux podcast qui est apparu. On va en reparler. Mais c'est vrai qu'au-delà des problèmes de coaching de Darvin Ham, je ne sais pas vous, quel est votre avis. Moi, peut-être un peu plus nuancé que la moyenne des fans des Lakers. En tout cas, je trouve que c'est plutôt un bon coach, mais qui a fait aussi plein de mauvais trucs. Là encore, je renvoie vers le podcast qu'on a développé, mais notamment un des trucs que Darvin Ham a mal fait dans cet effectif des Lakers en 2024, et je suis d'accord, à un certain niveau, beaucoup de turnovers, sont même beaucoup trop, peut-être. Une de ses forces en playoff, c'était l'adaptabilité et le côté je sors un tel, ou je fais tourner, etc. et j'appuie sur tous les bons boutons et ça marche. Bon, il se trouve qu'en 2024, ça n'a pas toujours marché et donc on a eu un peu ce côté de suradaptation parfois. Bon, en l'occurrence, je trouve que ceci prend racine également dans le fait qu'en 2024, il y avait une certaine homogénéité de l'effectif, en réalité, qui fait qu'on n'avait aucun énorme joueur qui se détachait un peu du lot, en dehors évidemment de LeBron Davis. Mais voilà, on avait quand même pas mal de joueurs qui avaient des profils différents, mais finalement pas des niveaux et des impacts si différents que ça. Donc, je peux comprendre un peu l'idée qu'a eu Darvin Ham à un moment donné de vouloir un peu tourner selon les match-ups, selon le match, etc. C'est vrai que de facto, ça a été parfois un peu trop. Mais voilà, je veux aussi insister parce que ça va être encore le cas en 2025, donc l'an prochain. Mais à la base, on a un peu ce côté homogénéité de l'effectif où on a beaucoup de bons joueurs, qui d'ailleurs chacun a fait une bonne saison relativement à ses standards, mais finalement pas non plus rien d'extraordinaire en dehors de LeBron, qui d'ailleurs LeBron aussi, LeBron commence un peu à vieillir, c'est plus le même LeBron, on va en reparler dans l'aspect tactique. Anthony Davis qui a aussi un profil particulier où certes c'est une superstar, mais le profil offensif, ce n'est pas tant que ça un initiateur offensif, un créateur majeur de même niveau que d'autres, donc il y a ça aussi. Mais c'est vrai que pourquoi est-ce que moi j'ai été surpris de l'arrivée de JJ Redick en coach? En fait, j'ai été très surpris pour plusieurs raisons. Et bon, si vous m'avez un peu suivi sur Twitter, vous savez que j'en ai parlé assez régulièrement durant tout ce process qui est allé de fin avril, grosso modo, jusque fin juin, donc de quelques mois. Et c'est vrai que j'étais très très sceptique et j'y croyais pas trop. J'y croyais pas trop à ça. Pour moi, je pensais clairement, pour dire que c'était un peu un coup de pub, en fait. C'est un peu un coup de pub, ou un peu... voilà, JJ Redick qui est dans les rumeurs de transfert, ça donne un peu de la street cred, quoi. Un peu de crédibilité, genre... c'est quand même un analyste, mais il est tellement bon en analyse qu'il est convoité par pas mal de franchises, quoi. On va détailler, mais moi, grosso modo, je pensais que c'était un peu ça. Plus un peu toute la guerre médiatique qu'on va aussi détailler, qui a été
bon, qui est intéressante en soi, mais qui est surtout intéressante pour montrer où est-ce que en sont les Lakers. Et donc, ce fameux push, ce coup d'état, peut-être, tenté et réussi par LeBron James. Mais voilà, donc pourquoi est-ce que moi, je suis étonné que Redick soit devenu le coach des Lakers? Premièrement, assez simplement, pour moi, et c'est ce que j'ai dit depuis le début, hein, depuis avril, c'est qu'en fait, pour moi, Redick, c'est la méga star médiatique du game, en fait, hein, dans le paysage médiatique NBA. Évidemment, on parle aux États-Unis, hein, pas de chez nous en France, mais c'est le boss du game, quoi. Et d'ailleurs, aussi en France, où il est quand même beaucoup connu, même par donc des auditeurs français. Mais pour moi, il y avait un peu ce truc où j'arrivais assez mal à le voir lâcher ça, alors que c'est finalement déjà la méga star un peu des médias, avec non seulement un côté, bon, mais il est sur ESPN, il est sur le fameux First Take, il a son réseau de podcast qui commençait un peu à élargir d'ailleurs, avec le fameux Dunker Spot aussi qui avait rejoint un peu son réseau, donc avec Steve Jones et Nekas Duncan. Enfin bref, il commençait à être un peu à la tête d'un empire médiatique assez important, tout en d'ailleurs en jouissant d'une image qui est finalement très différente, je trouve, de la majorité, même quasi-totalité de tous les autres analystes NBA qu'on peut avoir. C'est-à-dire que, en un sens, c'était un peu aussi la voix de l'intelligence, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Bon, pour caricaturer, vous voyez, c'est J.J. Redick n'a pas du tout la même image qu'un Kendrick Perkins, par exemple, voilà, ou d'autres mecs comme ça qu'on pourrait citer, mais clairement, il y a un peu ce créneau où bon, il y en a qui gueulent assez fort, il y en a qui crient assez fort, pardon, on va essayer d'être poli. Il y en a qui crient très fort pour se faire entendre et qui racontent un peu n'importe quoi. Et en gros, c'est tellement gros sabot qu'on voit entre les lignes que c'est juste le mec, soit il s'y connaît pas, soit le mec fait exprès d'exagérer en disant n'importe quoi, mais pour faire un peu le buzz, soit les deux d'ailleurs. Donc voilà, avec Redick, là où j'ai été surpris, qui lâche un peu, qui s'aventure dans le monde du coaching plutôt et donc qui lâche un peu le côté média, c'est que il avait son empire. Et en plus, il avait aussi cette image c'était déjà la voix de l'analyse basket un peu intelligente. On va y revenir dessus peut-être, mais ça l'était déjà, et en tout cas, pour sûr, ça allait le devenir. Voilà, clairement, il avait un peu, pour moi, ça allait être le boss du game, hein, voilà, pour le résumer très, très simplement. Pour moi, en termes de médias, ça allait être le boss du game, plus en plus, le départ de Doc Rivers en cours d'année chez ESPN fait qu'il avait été catapulté même dans les finales NBA, déjà, alors que le mec, il est consultant depuis 2 ans. Hein. Enfin, il faut se rendre compte de à quel point c'est une ascension météorique, hein, l'ascension de Redick médiatiquement. C'est-à-dire que moi, je l'écoutais il y a quelques années, hein, il y a 4-5 ans, peut-être même un peu plus, quand il faisait son petit podcast chez The Ringer, quand il était encore joueur, mais bon, on parlait pas du tout de la même chose, hein. C'était un petit podcast hebdomadaire ou même pas, je sais plus, mais il recevait des gens du showbiz, il recevait un peu de tout, quoi. Je crois qu'à l'époque, il était encore Lakers, ou même où il venait d'arriver au Sixers, mais il avait ses connexions avec les acteurs, avec Seth Meyer, avec n'importe qui. Voilà, c'est pas pareil. Là, je parle vraiment de l'ascension en termes d'analyse média. Bah, c'est vrai que ça fait 2-3 ans que c'est spectaculaire. Et donc, les podcasts qui prennent une ampleur gigantesque, où il arrive à avoir tous les invités possibles, en termes, cette fois, non pas de showbiz, mais de joueurs NBA, il a quasiment tout le monde, c'est un peu le podcast de référence, ou pas loin, pour beaucoup. Plus donc, il était arrivé au final NBA. Il est aussi un élément hyper important de la rotation de chez ESPN, d'ailleurs. Il en profite toujours pour caler un peu sa pub au niveau des podcasts. Souvenez-vous, il y avait eu l'affaire en cours de saison où il s'était un peu payé Doc Rivers, pas que un peu d'ailleurs, il s'était bien payé Doc Rivers publiquement en disant que Doc Rivers c'est un coach qui cherche toujours des excuses, etc. Voilà, c'est quand même un acteur principal du paysage médiatique. Et donc pour moi, il y avait un peu ce truc de pourquoi est-ce qu'il prendrait le risque d'être un coach alors que c'est déjà le boss du game chez les médias NBA. Et même pas que NBA, parce que quand vous êtes chez ESPN ou chez ABC, parfois vous allez un peu toucher des audiences beaucoup plus larges, hein, que simplement les fans de basket, mais voilà, il y a TV nationale, etc. Pour moi, je l'envisageais pas, pour ça que je pensais que c'était un peu du bluff, hein, clairement un peu du bluff pour rajouter « Ah, regardez, je suis dans les rumeurs de coach, tellement je suis bon ». Voilà, je pensais que ça servait à ça, pour la street cred, grosso modo, pour la réputation, et je le voyais pas, en fait, prendre le risque d'être coach. Pourquoi est-ce que je parle de risque ? C'est parce que, en fait, il peut totalement salir son image. Et ce serait pas le seul. Mais finalement, combien de coachs vont dans le coaching et réussissent tout ce qu'ils font et s'en ressortent jamais, ne sont jamais virés, ou voilà. Bah, personne. Un coach NBA, c'est du CDD. Généralement, tu vas pas au bout. Et t'es viré avant parce que ça se passe mal et parce que voilà, c'est un peu la nature du métier. Donc, il y a cet aspect-là.
Après, bon, bah, s'il fait un titre ou deux et qu'il est viré parce qu'ensuite ça se passe mal, bon, bah, c'est pas grave. Mais il y avait aussi le risque, pour moi, il y a toujours le risque de, bah, tu vas dans le coaching et en fait, ça marche pas, quoi. Et là, le problème, c'est qu'on n'est pas sur. Enfin, pour moi, hein, encore une fois, moi, je voyais un peu ça comme, bah, en fait, il veut être un peu le boss des médias NBA. Il n'arrêtait pas de le répéter, il n'arrêtait pas de le faire, hein, enfin, factuellement, il prenait beaucoup d'ampleur, il était partout, etc., etc. Et donc, c'est vrai que c'est pas pareil pour moi qu'un coach qui se dit, bon, c'est mon métier, quoi. C'est mon métier, il va y avoir des échecs, c'est pas grave. Allez, je vais faire une pige ici, je vais faire une pige ici, je vais être entraîneur de ici, etc., etc. Finalement, un échec, ça fait partie du métier. Alors qu'avec Redick, je voyais un peu ça comme un mec qui veut être analyste, d'abord et avant tout. Et donc, c'est vrai qu'un échec où ça marche pas, où le grand public se dit, mais en fait, il est nul, bah ça, mine de rien, ça viendrait totalement, comment dire, beaucoup salir en fait, hein, et atténuer son image, comme dit, de la voix de l'intelligence basket NBA, finalement. Moi, c'est là-dessus que, pour moi, il y avait disproportion entre le risque potentiel et ben, là où il était déjà, en fait. C'est pas comme si t'es un mec qui démarre dans les médias, c'est un mec qui était déjà un peu le boss du game ou pas loin, et donc finalement, prendre ce risque-là, en plus, on va en parler, mais le faire avec Redick, le faire avec LeBron, bah, c'est toujours risqué. Le faire avec les Lakers, c'est toujours risqué. Le faire donc avec les deux, c'est toujours risqué. Mais vous voyez, hein, si prenez l'image d'un Chauncey Billups, par exemple, si vous voyez pas trop ce que je veux dire. Bon, ben voilà, Chauncey Billups a pris sa retraite il y a quoi, une dizaine d'années maintenant. Il a été analyste pendant pas mal de temps, mais parce qu'il réclamait des postes qu'il a jamais eu. Mais pendant ce temps, il était analyste. Mais voilà, il surfait un peu sur son image de joueur ultra intelligent, d'ailleurs, joueur sous-coté, je trouve, en termes de l'histoire de la NBA. Mais clairement, depuis qu'il est dans le coaching, bah, il se fait critiquer au jour le jour, en fait. Au quotidien, il est critiqué par les fans de Portland, mais même pas que. Et il y a un peu un côté où bah, on parle d'incompétence, quoi. Et on parle de, bah non, en fait, il est nul, quoi. Et bon, bah, limite, pour Billups, qui veut être coach tout le temps, pendant 20 ans, bon, c'est embêtant, mais c'est pas très grave. Par contre, pour quelqu'un qui, je pensais, hein, aspirait à être le roi des médias, et je le pense encore, bah, c'est vrai que prendre ce genre de risque, aller faire une pige aux Lakers, que ça se passe mal, que ça soit un peu cata, que ça se finisse mal, comme souvent aux Lakers et comme souvent les coachs de LeBron, bah finalement, ça allait salir beaucoup sa réputation de mec dans les médias, quoi. Alors que la zone de confort, le truc le plus facile, ça aurait été bah, de rester là, de rester dans les médias, loin de tout ça, juste de donner son avis et de jamais mettre les mains dans le cambouis, en fait. Donc voilà, pour moi, c'était aussi, pourquoi est-ce que je suis étonné que JJ Redick y aille, c'est aussi pour ça. Parce que sans ça, c'est le boss de tout ce paysage médiatique. Et puis surtout, en plus, ben voilà, il avait aucune expérience. Zéro expérience de coaching. Ça aussi, on en reparlera, mais ça peut faire aussi partie de la surprise, c'est que il a pris sa retraite il y a quoi? Il y a 3 ans, je crois, même pas. Parce qu'il était encore en 2021, il faisait Pelicans et Dallas, je crois, de mémoire. Et donc voilà, ça fait 2-3 ans à peine qu'il est à la retraite. Il n'a jamais travaillé en tant qu'assistant. Le seul truc qu'il a fait pendant 3 ans, ce qui est une période très très courte, ça a été de monter son empire médiatique. Donc, il y a aussi cet aspect de, bah, finalement, il veut être coach. En tout cas, on entend parler de rumeurs de, il va être coach, alors qu'il n'a jamais pris le temps d'apprendre le métier, quoi. Donc ça aussi, ça rajoutait un peu. C'est pas un truc, hein, vous voyez, c'est pas un truc, c'est plein d'éléments mis ensemble. C'est déjà le boss du game, il est déjà sur les finales NBA, alors qu'il en plus il est très jeune, donc je le voyais bien faire 40 ans en tant que commentateur des finales NBA, plus ESPN, plus son réseau de podcasts qui grandissait, plus voilà, le côté, c'est le seul analyste intelligent du paysage NBA. Tout ça, mis bout à bout, fait que j'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas. Et donc, qu'est-ce que j'ai sous-estimé à mon sens? Premièrement, peut-être un peu d'ego. J'avoue que, bon, moi, on sait qu'il a de l'ego, hein, JJ Redick, enfin, comme beaucoup de monde, hein. Mais c'est vrai que j'ai peut-être un peu sous-estimé cet aspect ego, et du côté, bah, finalement, je peux devenir entraîneur parce que j'ai été joueur. Peut-être. J'avoue que pour moi, c'était peut-être plus un frein que ce que j'imaginais, cet aspect de, bah, finalement, prendre le risque de faire la transition, mais sans transition, en fait. Bah, oui, bien sûr, je peux devenir entraîneur puisque j'ai été joueur. Ça, j'ai peut-être un peu sous-estimé cet aspect-là de à quel point il y avait un peu une question d'ego là-dessous, à quel point aussi, en fait, très simplement, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais son désir d'entraîner aussi, hein, assez nettement, j'ai sans doute sous-estimé ça. Pour moi, comme dit, je le voyais un peu rester un peu loin de tout ça, et juste un peu commenter l'actualité, commenter, analyser, et faire son business, hein, faire son empire médiatique. Je pensais pas qu'il avait envie de coacher. Donc, c'est un peu là-dessus que je me suis planté. Enfin, pourquoi j'avais tort aujourd'hui, vous avez compris.
Non, et puis je pense que j'ai aussi sous-estimé l'aspect de, et on va l'expliquer dans la chronologie, mais l'aspect de, bah, c'est LeBron et c'est les Lakers. Ça aussi, assez nettement, à mon sens. En fait, c'est pas n'importe quel poste de coach qui lui a été offert. Je pense pas qu'il aurait pris, par exemple, le poste à Charlotte, et c'est un peu comme ça qu'ont commencé les rumeurs, donc c'est peut-être un billet d'ancrage que j'ai eu à ce propos, c'est ce côté, bon bah, non, les rumeurs elles commencent à Charlotte, bah non, JJ Redick a pas quitté son poste de roi des médias pour aller coacher Charlotte, ça j'y croyais absolument pas. C'est vrai que, pour le coup, les Lakers, c'est pas pareil. C'est un peu comme si on vous proposait d'être en foot coach du Real. Bon bah oui, c'est pas pareil que d'aller entraîner le Havre, quoi. Enfin, pardon, excusez-moi pour le Havre, ou Montpellier, ou Saint-Etienne, ou n'importe quoi, quoi. Enfin, voilà, donc là-dessus, c'est pas pareil, et puis surtout, coacher LeBron en plus. Enfin, tu pourras dire plus tard à tes enfants, tes petits-enfants, même en termes d'expérience, tu peux dire que t'as coaché LeBron. C'est quand même pas rien. Donc c'est vrai que je me suis peut-être un peu accroché au truc de base qui était un peu Charlotte, ou ce genre d'équipe un peu banale. Mais c'est vrai que, voilà, coacher LeBron et coacher les Lakers, c'est pas pareil. J'ai sans doute sous-estimé un peu cet aspect-là, où, bah, imaginons qu'il n'était pas convaincu de base, ou même s'il n'avait pas forcément un désir ardent d'entraîner, bah, c'est vrai que si on vient vers toi et qu'on dit ça t'intéresse, coach des Lakers, bah, sans doute que tu y réfléchis un peu plus que si c'est coach de Détroit, de Orlando ou de Charlotte, en fait. Assez nettement. Et puis, je pense aussi que dans cette histoire, j'ai un peu sous-estimé le pouvoir de LeBron. Le pouvoir de LeBron James et sa mainmise sur la franchise, même. Allons directement sur ce sujet-là. Pourquoi est-ce que je parle de potentiellement un push médiatico-politique du côté de LeBron dans toute cette histoire qui aura duré finalement plusieurs mois, hein, comme dit, du mois d'avril à fin juin. Je pense qu'on a vraiment affaire, bon, coup d'État, je pense pas, mais on a clairement eu une bataille, une guerre même, entre le clan LeBron et le clan, enfin la franchise en fait, hein. Et finalement, je pense que LeBron a fini par gagner ce bras de fer et cette guerre. Et c'est là-dessus où c'est assez intéressant finalement, cette espèce de push médiatico-politique. Bon, alors, pour essayer un peu de détailler comment ça s'est passé, le principal à retenir, c'est que on a deux énormes insiders en NBA. C'est évidemment Wojnarowski et Shams Charania. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que comment est-ce qu'on fait pour avoir des infos, bah, c'est qu'on est copain avec un tel ou un tel, évidemment. Donc, un peu dans les faits, comment est-ce que ça se... Concrètement, j'en ai déjà un peu parlé sur le basket là, mais Wojnarowski, c'est un peu, on va dire, c'est le plus ancien. Et donc, c'est plutôt l'insider de tous des mecs qui sont dans le front office, en fait, hein, des general managers et autres, hein, et des assistants GM, etc. Pourquoi ? Bah parce qu'il connaît très bien ces gens-là depuis 20 ans, en fait. C'est tout le travail d'insider, c'est ça, c'est devenir ami. Et donc, Woj, qui est un peu plus vieux, en fait, il a créé des liens, il a pris des cafés, il a mangé au resto avec les gens qui aujourd'hui sont GM, mais il l'a fait il y a 20 ans, quand ils étaient stagiaires, quand ils étaient assistants vidéo, quand ils étaient coordinateurs, enfin bref, équipement, bon, j'exagère un peu, mais c'est un peu l'idée. Donc ouais, il a un peu ce côté-là. Et puis Shams c'est un peu apparu plus tard, c'était d'ailleurs un peu un élève de Woj, et il est apparu et il est devenu un peu un contre-pouvoir très utile, notamment, bon bah lui est un peu plus jeune, et donc contre-pouvoir un peu plus proche des agents, hein, qui aussi aiment bien avoir ce côté... bah, il n'y a pas que Woj, il y a aussi un autre mec qui peut faire passer de grosses infos. Donc les agents, ça les arrange. Donc Shams, c'est un peu les agents, et puis aussi les joueurs, parce que, bah, voilà, peut-être plus jeunes, donc plus proches aussi. Je sais pas, il y aurait peut-être plein de raisons, mais en tout cas, de facto, ça se partage un peu comme ça. Voilà, grosso modo, l'échiquier médiatique. Et c'est vrai que, bah, j'ai parlé de guerre enfin, je vais parler de guerre entre Shams et Wojnarowski. Bon, en soi, on s'en fiche un peu. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer la guerre et le bras de fer entre surtout LeBron et les Lakers, à mon sens. C'est un peu ça qui est au centre de tout. À la limite, la petite rivalité Wojnarowski-Shams, on s'en fiche un peu, c'est pas ça qui est intéressant. Enfin, sauf si ça vous intéresse un peu comme moi, mais ce qui est surtout intéressant dans l'histoire, c'est qu'est-ce que ça raconte derrière de la vraie guerre. Qui est-ce qui pilote l'un et l'autre, c'est-à-dire LeBron et les Lakers. Parce que, en plus, je rajoute, hein, au-delà de ce côté front office et agent, Shams, Wojnarowski, il y a aussi un aspect où bah, le clan LeBron, donc le clan Rich Paul, il est quand même plutôt côté Shams, Charania, historiquement, et jamais vraiment trop côté Wojnarowski. Voilà, dans les faits, Woj, il a
très rarement des infos de tout ce qui est Rich Paul, etc. Et pas que depuis 4-5 ans, là, depuis l'émergence de Shams, hein, depuis longtemps. Mais bref, donc voilà, il y a un peu cette guerre, ce bras de fer. Et c'est vrai que, en fait, LeBron, bon, on a compris, LeBron James n'aimait pas Darvin Ham. Ça semble assez évident, surtout dans la deuxième année, on l'a bien compris. Et d'ailleurs, c'est là où je parle de ça, et de parler de... J'ai commencé assez tôt la chronologie, c'est que finalement, le podcast avec JJ Redick, il arrive très tôt, au final. Il arrive début mars, si vous vous souvenez bien, avec le teaser qui a fait beaucoup de bruit, et puis les premiers podcasts qui sont arrivés. On parle du mois de mars, donc on parle de encore pendant la saison. La saison NBA n'est absolument pas terminée, les Lakers sont pas éliminés, Darvin Ham n'est pas viré. Voilà, on parle vraiment du mois de mars. Et c'est vrai que moi, à l'époque, sur ce podcast, je me posais des questions sur l'aspect de durabilité. Et je ne voyais pas comment est-ce que c'était faisable long terme, un podcast avec Redick et LeBron. Alors, c'est cool, hein, c'est très cool d'avoir deux personnes, d'avoir un mec aussi intelligent que LeBron qui parlait tactique. Ben ouais, c'est très cool. Bon, il y avait un peu Redick à côté, je suis un peu moins fan, mais c'est quand même un joueur qui a un bagage, etc. Mais voilà, c'est hyper intéressant sur le fond, enfin sur l'idée. Mais c'est vrai que à l'époque, je me disais, mais comment c'est possible en fait? Comment est-ce qu'ils vont faire? Notamment, comment est-ce qu'ils vont faire en playoff si les Lakers sont en playoff? Comment est-ce qu'un joueur actif peut parler aussi ouvertement? Et même en termes de calendrier, très simplement, comment tu fais pour sortir ton épisode hebdomadaire si LeBron il est entre le match 3 et 4 d'une série au premier tour? Et même long terme, en fait, je me dis, mais j'ai hâte de voir, parce que je vois pas comment ça va être possible. Bon, en l'occurrence, il se trouve que, après j'ai compris, en fait, ça n'avait pas l'ambition et la prétention d'être un podcast long terme, en fait. Là, je pense qu'aujourd'hui, on peut en être sûr, c'était un peu un one-shot. C'était un peu, voilà. C'était, à mon avis, le push, on peut commencer à le voir là. Et je pense que déjà, c'était un peu dans les cartons à ce moment-là, au mois de mars, où on savait que Darvin Ham se ferait virer, LeBron ferait un peu tout en sorte que ce soit le cas. Enfin, pas que LeBron, hein, mais si tout le vestiaire des Lakers n'aime pas Darvin Ham, il serait viré. Pour moi, dès début mars, quand Redick fait un podcast avec LeBron et que ça sort un peu de nulle part, bon, finalement, c'est un peu le début du truc, quoi. C'est un peu la machine qui se met en route à mon avis, dès ce moment-là. Et moi, je pense que le plan d'installer Redick coach des Lakers, il vient un peu de là. Et que le podcast est un peu là pour poser les premières bases, pour montrer que Redick n'est pas simplement un mec de TV du genre Stephen A. Smith ou Zach Lowe, ou je sais pas moi, ou Brian Windhorst, ou je sais pas, des mecs comme ça, ou c'est même pas Perkins ou d'autres anciens joueurs analystes. Non, je pense que ce podcast, il était là pour dire, regardez, JJ Redick peut littéralement s'asseoir à la même table que LeBron en termes de tactique. Donc c'est pas un simple analyste. Regardez, il a du bagage, quoi. Voilà, moi, à mon avis, a posteriori, c'est un peu comme ça que je le lis. Et donc voilà, on est début mars, quoi. On est début mars, et je sais que il y a aussi cette question de l'œuf ou la poule, le côté, mais est-ce que Redick est devenu coach des Lakers parce que pendant ce podcast, il a impressionné LeBron, ou est-ce que, en fait, ils avaient déjà décidé, c'était un peu déjà leur but, et qu'ils ont fait ce podcast pour ceci, l'œuf ou la poule? Moi, je pense que assez clairement, c'était décidé avant. Je pense pas que JJ Redick a réalisé une performance incroyable en termes de connaissances et il a impressionné à ce point que LeBron se dise, ah tiens, ouais, finalement, on pourrait faire plus qu'un podcast. Non, moi, sur cette question de l'œuf ou la poule, je pense que c'était décidé avant. Donc voilà, c'est un peu ma lecture, mais bref, refaisons un peu la chronologie rapidement. Déjà, ça commence donc fin avril. Fin avril, on apprend que JJ Redick est cité dans des rumeurs pour être coach de Charlotte. Et l'info, de qui vient-elle? L'info vient de Shams Charania, qui, on le rappelle donc, est un peu l'insider des agents, mais surtout l'insider du clan LeBron. Donc là, pour moi, clairement, un peu tout ce que j'ai détaillé sur cet aspect de JJ Redick, qui est le roi des médias, qui a aucun intérêt à prendre le risque d'aller dans le coaching, plus l'aspect de Charlotte, en plus c'est une mauvaise équipe, plus l'aspect de LeBron et Redick venaient de lancer le podcast. Pour moi, j'étais encore à l'époque dans la vision de ok, le podcast c'est du long terme, et donc ça c'est juste une news apportée par Shams qui vient rajouter de la crédibilité, de la street cred à JJ Redick pour le podcast. Je pensais totalement à l'envers. Je pensais pas que c'était un coup de pub, le podcast. Je pensais que c'était le vrai truc, c'était le podcast, et que cette news qui vient de Shams, comme par hasard, c'était là pour dire regardez,
Vous avez vu, hein, LeBron, enfin LeBron qui dit mon petit poulain, regardez, j'exagère un peu, hein, mais vous voyez que Redick, il s'y connaît. Hein. il est considéré pour être coach des Hornets, quoi. Voilà, moi c'était clairement, c'est un peu comme ça que je voyais les choses. Et évidemment, rien de la part de Wojnarowski là-dessus. Alors que là où c'est d'autant plus étonnant, comme dit, c'est que Wojnarowski, c'est l'insider des front office. Donc, a priori, et d'ailleurs sur tous les autres cas, dès qu'on a eu des rumeurs de coach ou dès qu'on a eu des coachs engagés, ça venait de Woj. Donc là, l'aspect de on sait que Shams est proche de LeBron, on sait que LeBron fait un podcast avec Redick, pour moi, je me disais, ok, c'est un petit coup de pub. Voilà, c'est clairement un petit coup de pub pour remonter un peu l'image de Redick et pour vraiment le détacher de la masse des autres analystes, à mon avis. Et d'ailleurs, voilà, le fait que rien ne sorte de la part de Wojnarowski, et le fait que d'ailleurs, vous voyez, hein, par exemple, c'est Wojnarowski qui annonce Jordi Fernandez chez les Nets à la même époque. Sachant que on connaît les relations, on sait que Wojnarowski est très très proche de Sean Marks, le GM de Brooklyn. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça marche, mais bref, moi ça me paraissait un peu bizarre, cet aspect de pourquoi Redick il irait à Charlotte alors que Charlotte c'est un peu le boxon. Je pensais que c'était juste pour la crédibilité, mais ok. Ensuite, on apprend aussi que potentiellement il pourrait être président, même pas coach mais président des trois Pistons. Voilà, ça c'est une news qui est arrivée juste après. Bon, ok, ça me paraissait un peu étonnant, mais ok, pourquoi pas. Ensuite, le 30 avril, qu'est-ce qui se passe ? Shams Charania sort un papier sur le fait que les joueurs n'aimaient absolument pas Darvin Ham. Sachant que, donc là je parle on est le 30 avril, les Lakers ont été éliminés le 29 avril. Donc, littéralement un jour plus tard, il y a un papier complet qui sort avec, en gros, le bilan de bilan de l'année, quoi, grosso modo, et avec là-dedans tous les joueurs qui mettent un peu un tir à Darvin Ham. Voilà, on a quand même un peu compris que les joueurs ça passe par Shams et que voilà, on n'a même pas attendu un jour et on fait sortir des trucs comme ça, comme quoi Ham n'était pas du tout aimé dans le vestiaire. D'ailleurs, ça sort le lendemain de l'élimination. Darvin Ham est viré encore 4 jours plus tard. Il est viré le 3 mai. Donc voilà, Shams Charania et le clan LeBron peut-être qui avance un peu sur ce dossier. Et le 30 avril aussi, on apprend que, grosse journée pour Shams Charania, les Lakers seraient prêts à drafter Bronny James pour permettre à LeBron de jouer avec lui. Là encore, l'info sort de Shams Charania, évidemment. Bon, je présente les faits, hein. Vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, ça vient aussi recouper cet aspect de Shams et LeBron peut-être un peu proches. Mais bref, avançons. Donc, grosse journée, hein, le 30 avril, entre raconter que Darvin Ham n'était pas aimé et puis dire que, tiens, les Lakers sont intéressés par Bronny James. Bon, ok. De l'autre côté, évidemment, je précise pas, mais rien sur Bronny James à l'époque, alors que c'est plutôt lui le front office. Et d'ailleurs, quand Darvin Ham est annoncé viré, ça vient de lui. Voilà, très, très simplement. Ensuite, on apprend que donc la recherche de candidats pour le poste de coach des Lakers a commencé. Et donc là, quels sont les noms qui sortent ? Notamment, on parle de Sam Cassell, assistant à Boston. On parle de David Adelman, assistant à Denver. On parle de Chris Quinn, assistant à Miami. Mika Nori, assistant à Minnesota. James Borrego, assistant Pelicans et ancien head coach de Charlotte. On parle de Kenny Atkinson, des Warriors évidemment, de Sean Sweeney à Dallas. Et, cherchez l'intrus, de JJ Redick. Donc, clairement, le seul mec qui ne correspond absolument pas au profil de tous les autres qui intéressent la franchise, hein, on a JJ Redick. Quelqu'un donc qui vient des médias, qui a pris sa retraite il y a 2 ans et demi. Voilà, un peu chercher l'intrus, vous en faites ce que vous voulez de l'information, mais clairement, ça détonne un peu en termes de par rapport aux autres candidats, et même par rapport au profil de coach que généralement ce front office des Lakers aime bien engager. Alors on avait eu le droit à Frank Vogel, un peu le côté coach expérience, hein, mais c'est vrai que Darvin Ham, on est plutôt là-dessus. Darvin Ham, on est plutôt sur l'aspect de assistant coach pendant des années, qui a fait son trou, qui a beaucoup bossé, etc., qui a une grosse expérience, et donc qui enfin devient coach. Darvin Ham, c'était ça. Et donc ça recoupe un peu avec David Adelman de Denver, Chris Quinn, assistant depuis longtemps de Spoelstra à Miami, Mika Nori, qu'on a vu en plus en head coach plus ou moins, parce que Chris Finch a été blessé au genou pendant les playoffs, vous l'avez vu, Borrego, etc., etc. Bref, donc le profil détonne un peu, sachant que, bon, du côté de Wojnarowski, la liste des gens qui sortent, ce ne sont que les assistants. Voilà. Il n'y a que les assistants qui sortent des infos de Woj.
Et côté Shams Charania, le 14 mai, on parle de 3 noms. Borrego, Sam Cassell et JJ Redick. Donc là encore, on voit que Wojnarowski ne parle pas forcément de Redick, même pas du tout, alors que Shams Charania, il le met dans les trois favoris. Et je pense que on peut expliquer directement, en tout cas moi c'était un peu ma thèse, c'est que je pense que le bras de fer commence là, et commence depuis longtemps, hein, le côté on va faire virer Darvin Ham, mais pour moi le bras de fer c'est aussi de se dire on fait tout, on fait un peu le forcing, notamment via donc l'insider, et en fait la plateforme médiatique, hein, Shams Charania en soi on s'en fiche de lui, mais c'est un peu le côté médiatiquement et sur la place publique. Pour moi il y a un peu un forcing, le bras de fer a commencé là, sur cet aspect un peu de mettre la pression, et plus on en parle publiquement, plus on peut faire un peu le forcing en fait. C'est pas que des batailles en coulisses, le fait d'arriver à utiliser aussi Shams et sa plateforme publique, hein, lui c'est un top 2 insider en NBA, tout le monde l'écoute, etc. Pour moi, côté LeBron, le clan LeBron, c'est un peu ça la stratégie, à mon sens. Ça a été de dès le début et très très tôt, finalement, faire parler de Redick comme potentiel coach des Lakers, alors que, mécaniquement, de l'autre côté, on voyait que Woj n'y est absolument pas. Et surtout pas à ce timing-là. Woj, mi-mai, il commence à sortir des listes d'assistants coach, mais pas Redick. En tout cas, pas du tout en une de ses articles ou de ses tweets, il n'y a pas du tout Redick. Voilà, donc ça, on est mi-mai. Et donc mi-mai, dès le 14 mai, on a déjà un peu, je trouve, ce push qui est fait de la part du clan LeBron pour, allez, on met la pression publiquement, alors que, de toute évidence, il n'y a pas les mêmes échos partout, et notamment de la part des front office via Woj. Bref, avançons, on va ensuite au 20 mai, donc quelques jours plus tard. Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons Shams Charania, encore une fois, qui nous dit « On me dit que LeBron James n'est absolument pas impliqué dans la recherche de coach et qu'il n'a absolument pas discuté avec le front office du cas JJ Redick. » Voilà, on a cette news qui sort. Bon, vous en pensez ce que vous voulez de cette news, c'est peut-être vrai. À quel point c'est pas aussi un aspect de... Enfin, c'est quand même bizarre de le préciser, en fait. Je sais pas, hein, après, chacun peut avoir sa lecture. Hein. Moi, je vous présente les faits, vous faites l'interprétation que vous voulez. Mais bon, ça fait un peu, bon, on va lui dire de dire ça. Je trouve, sur cet aspect. Non, mais pas du tout. Hein. Ah non, mais alors, LeBron n'est pas du tout impliqué dans la recherche de coach. Encore une fois, c'est peut-être vrai. De l'autre côté, c'est pas impossible non plus que, vu les liens, vu l'historique, bon, ça fasse aussi partie un peu du plan médiatique, hein, du plan à large échelle, sachant que le 21 mai, le lendemain, on a aussi Shams Charania qui, toujours lui, en remet une couche sur James Borrego, Sam Cassell et JJ Redick comme les candidats principaux des Lakers. Ensuite, le 24 mai, toujours de la part de Shams, on nous dit que Bronny James va rencontrer seulement 2 équipes que sont Phoenix et les Lakers. Là encore, la récurrence avec le fait que ça vienne de Shams Charania, une info du clan LeBron et Rich Paul, bon, là on commence à comprendre tout de même. Bref, donc Shams Charania nous parle de ça. Ensuite, là vient s'inviter dans ce duel d'insider, et surtout dans ce duel entre LeBron et la franchise, vient se rajouter un autre personnage qui est Mark Stein, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, Mark Stein de ESPN, qui sort une info comme quoi JJ Redick serait déjà en train de chercher un assistant, enfin des assistants coach pour son coaching staff. Et donc là on est le 29 mai, donc c'est quand même très tôt, surtout que absolument rien n'a été annoncé, à part des rumeurs, etc. Et donc Mark Stein nous sort ça. Alors après, est-ce que Stein a des sources directes de Redick ? Je ne pense pas. Est-ce que par contre, Stein a des sources un peu ailleurs, de mecs qui disent oui, moi je suis... Enfin, il connaît d'autres assistants coach ou d'autres coachs qui disent oui, moi il m'a contacté pour ça. Je pense que c'est plutôt ceci. Mais ce qui est marrant, c'est que donc on a Mark Stein qui sort ça, donc le 29 mai. Que se passe-t-il exactement le même jour, le 29 mai ? Qui va à la télé sur ESPN pour parler ? C'est notre ami Wojnarowski. Comme par hasard. Les histoires de timing sont très, très, très bizarres si on ne fait pas attention. Mais non, le même jour, on a Wojnarowski qui va sur le plateau d'ESPN, qui va à la télé, qui dit les Lakers vont commencer à faire des interviews, des entretiens d'embauche un peu plus longs que ce qu'ils l'ont fait actuellement, où ils ont interviewé plein de monde, mais plein de discussions, mais là, ça va commencer à être sérieux, des entretiens beaucoup plus longs. Donc, notamment James Borrego. Il parle surtout de James Borrego, mais phrase clé à retenir, Wojnarowski dit aussi « Mais they are nowhere close
Ils sont très très loin d'avoir fini et que le dossier soit bouclé. Voilà. Là encore, hein, vous faites l'interprétation que vous voulez, mais sachant que c'est un peu le filon du front office et que dans la même journée, on a eu l'info. Non, Reddick, ça serait apparemment fait. Hein, Reddick est déjà en train de chercher ses assistants. Bon, voilà, il y avait eu un peu, j'en avais déjà parlé sur le basket là, mais il y a toujours un peu des questions de timing un peu bizarres comme ça, où j'en avais parlé en décembre, hein, pour l'affaire Zach LaVine, où lui il veut un transfert, les Bulls ne veulent pas l'échanger. Qu'est-ce qui se passe? On apprend qu'il y a une blessure de la part de Shams, hein, l'agent l'insider des joueurs, et qu'est-ce qui se passe dès le lendemain? On a pile, hein, c'est pile le lendemain, Wash qui vient en plateau qui dit non, aucune intention de l'échanger ou quoi, alors que on a compris que la blessure c'était peut-être un moyen de faire pression ou d'arrêter de jouer en attendant un transfert. Bref, ces histoires, hein, de timing, c'est rien n'est laissé au hasard. Mais donc voilà, Wojnarowski qui le même jour vient nous dire ça, on a bien compris que c'était potentiellement le front office qui parlait derrière, hein, sur ce côté. Non, pas du tout. Pas du tout, on n'est pas du tout, aucune décision n'a été prise. They are nowhere close, pardon pour l'accent. Donc voilà, ça s'est fermé. Et puis, le 4 juin, Shams Charania, de nouveau lui, qui dit ça y est, c'est fait, plus ou moins. Ou en tout cas, les Lakers are zeroing in. Donc son focus, sont totalement dévoués et vont jeter leur dévolu sur JJ Redick. Voilà. Ça, on est le 4 juin. Donc, ça a commencé un peu un mois avant, hein, le côté Redick en pole position. Là, encore une fois, le 4 juin, on a Shams qui nous sort ça. Ok. Que se passe-t-il 2 jours plus tard, le 6 juin, on a l'affaire Dan Hurley. Alors, qu'est-ce que c'est ça? On a le 6 juin, donc 2 jours plus tard, après que Shams ait dit ça, hein, dit les Lakers vont foncer sur Redick, c'est plus ou moins fait. On a Wojnarowski qui sort de nulle part et qui nous dit cette info. Les Lakers ciblent notre ami Dan Hurley, qui est coach à UConn, hein, double champion en titre en NCAA. Voilà, c'est un coach hyper prisé, qui a d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, tapez sur YouTube, je crois que c'est Hoop Vision qui a fait une très bonne vidéo là-dessus, mais en gros, c'est un fond de jeu absolument magnifique, hein, UConn, et c'est un coach d'élite en NCAA, qui pourrait avoir des aspirations de NBA, mais grosso modo, donc le 6 juin, ça sort de nulle part. Dan Hurley est la cible principale des Lakers. Il nous parle d'un massive long-term deal, donc d'un contrat potentiellement massif et long terme pour notre ami Dan Hurley, pour le convaincre de le faire venir. Il nous parle aussi c'est le front-runner, c'est le favori pour la recherche de coach, sachant que, comme dit, il y a 2 jours, Shams Charania et peut-être potentiellement LeBron qui disent non mais c'est fait pour LeBron, pour Redick, ça va être lui, et 2 jours plus tard on a Wojnarowski, on va en discuter, mais est-ce que c'est Woj tout seul, est-ce que c'est Woj et le front office qui jettent eux leur dévolu sur Dan Hurley? Donc là on ne sait pas du tout, on est un peu perdu. Le bras de fer continue, la guerre médiatique continue entre un clan qui dit non mais ça va être Redick et l'autre qui dit et donc l'autre, potentiellement le front office qui dit non, nous on veut l'autre, hein, on veut un autre. On nous parle de, voyez, par exemple, hein, dans ses infos, Woj nous dit que Rob Pelinka et Jeanie Buss, donc ça m'étonnerait qu'il invente, hein. Enfin peut-être, on sait pas. De toute façon on est sûr de rien. Mais il y a quand même ce truc de Rob Pelinka et Jeanie Buss sont impatients, ils ont hâte de discuter avec Dan Hurley de son programme, comme ils disent en anglais, de son système, hein, grosso modo, de comment est-ce qu'il construit l'équipe, etc. Voilà. On a quand même ça. Alors peut-être c'est un bluff absolu, peut-être c'est pas un bluff mais un peu des magouilles, on va en discuter, mais bon, on a quand même cette parole-là du front office, quoi, grosso modo. Enfin, soit Woj invente totalement, soit il a un peu d'infos. Mais le côté, dans les news, on a carrément le Rob Pelinka et Jeanie Buss sont impatients. Bon, s'il le sait, c'est qu'on lui a dit, et que soit eux lui ont dit, soit quelqu'un leur a dit, mais voilà, il y a peut-être un truc, un lien là-dedans, et il nous dit aussi que Rob Pelinka, donc le GM, et Jeanie Buss, la proprio, ont hâte de discuter un peu à la fois de ses schémas tactiques, mais aussi de son développement de jeunes joueurs. Il nous dit aussi, alors ce jour-là, il fait toutes les émissions d'ESPN. Il fait First Take, il fait le plateau sur les finales NBA on ESPN, etc., etc. Il fait tout. Il nous dit aussi, il y a un full court press de la part des Lakers pour le convaincre Dan Hurley de venir. Rob Pelinka veut mettre en place un programme, pardon pour la traduction littérale, pas belle, mais le fameux un programme long terme avec Dan Hurley, plutôt que justement un peu tout ce qui est court terme. Mais voilà, et on veut, voilà,
on veut vraiment Dan Hurley, qui est un jeune coach, qui est le fils du légendaire Bob Hurley, d'ailleurs, et qui viendrait là pour un nouveau cycle, en fait. Et donc, je rappelle, on est 2 jours après que Shams Charania, plutôt côté LeBron, et donc plutôt côté Redick aussi, hein, évidemment, par affiliation, ait dit, non, mais les Lakers, ça va se faire pour Redick. Et 2 jours plus tard, on a Wojnarowski qui nous parle de ça pour Dan Hurley. Bon, en plus, il a l'air très sérieux. En plus, on sait que il est très lié avec Rob Pelinka, justement, et avec les front office, et même en particulier Pelinka, pour le coup. Pelinka, Sean Marks, voilà, il y a certains GM avec qui il est très proche, on le sait. Donc, il y a un peu ce côté, mais attends, mais on en est où, quoi? On est perdu, on en est où? Est-ce que, moi, à ce moment-là, je me dis, mais ouais, on est vraiment sur un pressing, un pressing de la part de LeBron qui fait tout via Shams pour dire non, ça va être lui, ça va être lui, ça va être lui, ça va être lui, via Shams Charania. Et de l'autre côté, on a d'un coup Wojnarowski qui nous sort cette carte du chapeau de Dan Hurley. En fait, le front office va proposer un méga truc à Dan Hurley, ils veulent que ça soit lui. Bon, ok. Sachant que donc, entre-temps, on a vu Sam Cassell, mais surtout James Borrego aussi, qui était dans les conversations. Bref, voilà. Donc, ça c'était le 6 juin, le 7 juin, ils se rencontrent, et le 10 juin, 3 jours plus tard, Dan Hurley refuse une offre de 70 millions sur 6 ans. Il refuse l'offre des Lakers et il retourne à UConn. Donc, là, si vous étiez un peu comme moi en disant, a priori, ouais, il a un peu l'oreille du front office, donc c'est quand même plutôt crédible, hein. Là, on est perdu. On est un peu perdu, on se dit, mais est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe, quoi? On parle aussi d'ailleurs, on a beaucoup parlé de, finalement, l'offre n'était pas assez massive. Je crois que Dan Hurley aussi en a parlé. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est peut-être sa femme, je crois. Ou en tout cas, il y a eu des rumeurs comme quoi l'offre n'était pas assez grande pour le convaincre. Et j'avoue que ça, j'y crois pas trop. Mais vraiment pas. Parce qu'en fait, il aurait été, très, très basiquement, hein, en fait, il aurait été, en arrivant en NBA, sans aucune expérience NBA, et juste en ayant coaché à NCAA, alors, c'est bien ce qu'il fait en NCAA, mais il aurait été d'entrée de jeu le 6e coach le mieux payé de NBA. Voilà. Donc, le côté l'offre n'est pas assez massive, bon, je veux bien, mais c'est quand même bizarre. Vous avez compris, hein, je dis pas Shams c'est le méchant, Wash c'est le gentil, parce que la situation elle est très complexe. Et plus que ça, de toute façon, avec Insider, c'est pas un méchant gentil, c'est 2 méchants. En tout cas, 2 avec des intérêts différents, on va dire. Mais voilà, c'est un peu bizarre, toutes ces rumeurs qu'on a eues ensuite, de dire l'offre était pas assez grande, alors qu'il aurait été un des tout meilleurs coachs de NBA, alors que 0 expérience NBA, sachant qu'en plus, l'offre de UConn était moins grande. Donc, il y a un peu ce côté, oui, c'est bien de voir là rester, peut-être qu'il voulait rester chez lui, il voulait pas déménager, il voulait rester là où il était, etc. Ok, mais bon, toutes ces rumeurs de l'offre était pas assez grande, c'était un peu bizarre, pour le coup. Bon, voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a le lendemain, Shams Charania qui vient un peu faire le pan, quoi, sur les plateaux, qui dit, mais non, mais en fait, Dan Hurley n'a jamais été le candidat des Lakers. Donc, là, d'un coup, on a un méga ascenseur, non pas émotionnel, mais en tout cas, on sait pas où on en est. Shams qui me dit non, mais en fait, Dan Hurley n'a jamais été le candidat des Lakers, alors que le jour d'avant, Wojnarowski nous a dit ça. Ok. Et non, mais depuis le début, comme je vous le dis, c'est Redick. Ok. Le 13 juin, enfin. Donc on est quand même très tard. On est en pleine finale NBA. On est milieu du mois de juin, alors que les recherches ont commencé fin avril, hein, pour un nouveau coach, évidemment, dès que Darvin Ham a été viré. Quoique non, début mai, on va dire. Mais bref, donc 1 mois et demi après que les recherches ont commencé, première fois que Woj nous dit JJ Redick va rencontrer les Lakers et il est attendu comme le favori pour la fin de ses recherches, hein, pardon, j'arrive pas à traduire en temps réel, mais pour être engagé par les Lakers, grosso modo. Ça va être le nouveau favori, c'est le nouveau favori. Donc là, on est le 13 juin. Pour rappel, quand est-ce que le pressing, c'est vrai que mon mot est connoté, mais quand est-ce que les news de Shams ont commencé à tomber là-dessus, c'était quand même mi-mai. Donc 1 mois avant. Et pendant 1 mois, on a eu quasiment rien de la part de Woj sur Redick. Et là, enfin, mi-juin, après l'échec du cas Dan Hurley, on a enfin Woj qui nous parle de Redick. Et évidemment, Shams qui est content et qui en rigole, on va dire, et qui fait un peu un tour d'honneur, qui célèbre un peu tout ça. Et puis enfin, donc fin de la saga, le 20 juin cette fois-ci, où à la fin des finales, puisque Redick est sur les finales NBA, mais ça y est, on a enfin la news. JJ Redick est engagé pour 4 ans, contrat de 4 ans pour Redick aux Lakers. Et là encore, hein, le choix des mots, toujours intéressant, mais Woj qui nous dit
Rob Pelinka est devenu, became sold. Il a enfin été vendu par Reddick. Voilà un peu pour cette saga qui, vous voyez que en fait pendant 2 mois, même plus que 2 mois, en fait on a eu 2 camps qui disaient l'exact opposé. Pour le résumer grossièrement, on a eu Shams qui dès le début a parlé de Reddick, et de l'autre côté, Woj qui en a pas parlé du tout, qui a parlé de plein d'autres noms, sauf à la fin. Et à la fin, et c'est là aussi, mais dès que Woj en a parlé, il s'est fait engager. Bon, quelle est votre lecture à vous ? Je ne sais pas, mais il y a aussi cet élément à mettre en compte. C'est-à-dire que on a d'un côté Shams qui en parle depuis longtemps, mais il n'y a rien qui se fait, alors que Woj, quand il en parle, ça se fait 2 jours après, quoi. Grosso modo. Bon, c'est quand même une différence aussi. Donc bref, qu'est-ce qu'il y a un peu à retenir dans toute cette histoire pour moi ? Bon, déjà, il y a un peu le côté tribu, le côté clan, évidemment, qui est un peu à la base de ça. C'est-à-dire que Shams, on est plutôt sur le clan LeBron, et Woj, on est plutôt sur le front office. Donc, en fait, à travers les insiders qui ont leur ego et qui font un peu un concours de, vous avez compris, de qui a les plus longs cheveux, on va dire. Mais voilà, au travers de eux, en fait, c'était, je trouve, je pense que c'était un bras de fer entre Lakers et LeBron. LeBron qui voulait Reddick, je pense, et les Lakers qui le voulaient pas forcément, à mon avis. À retenir aussi le fait que Reddick était mine de rien différent de tous les candidats qu'on a eu. C'est-à-dire, on a eu beaucoup de noms, et on a eu que des assistants coach réputés, voire même très réputés. Mika Nori au Timberwolves, très réputé. Chris Quinn à Miami, ça fait longtemps qu'on en parle. Borrego, qui a même déjà été coach, etc. Sam Cassell, Charles Lee, même à l'époque, au début, avant qu'il se fasse engager. Enfin, David Adelman aussi. Enfin, voilà, on a vraiment un profil de les meilleurs assistants coach de NBA qui ont été interviewés par les Lakers. Ok. Plus ensuite Dan Hurley, qui est un peu la star sur le marché, qui va bientôt arriver à NBA, je pense, mais voilà, qui est très très coté, et puis un aspect tactique et un bagage tactique et plein de trucs. En l'occurrence, Reddick, c'est vrai qu'il détonnait un peu par rapport à ça. Donc, de là à en déduire que qu'il était tellement différent que, en fait, non, le front office ne le voulait pas, et en tout cas, ça collait pas du tout avec les critères du front office, il n'y a qu'un pas. Peut-être. Je sais pas. Mais voilà, ça c'est aussi à retenir. Le côté, Reddick sort totalement du lot. Le côté aussi, en plus, non seulement il sort du lot, mais en plus, il est aussi ami avec LeBron, on a bien vu. Et comme par hasard, toutes les infos sortaient de Shams Charania, et pas du tout du front office. Ok, ça vient rajouter peut-être à ce côté-là, à ce côté bras de fer, finalement. Et c'est vrai que, voilà, a posteriori, moi, le podcast, bon, finalement, aujourd'hui, on peut dire que le podcast, c'était pas que pour l'amour du podcast. Et que, finalement, le podcast a démarré d'abord, et ensuite, on a eu des news, et moi, je pensais que c'était, finalement, les news qui servaient le podcast et qui servaient à donner de la crédibilité aux partenaires de business de LeBron. LeBron, tu lances un podcast, ça fait plaisir de savoir que ton partenaire, il est convoité par telle ou telle franchise. Donc je pensais que c'était les news, et donc Shams Charania, entre guillemets des fausses news, qui essayaient de le mêler là-dedans pour apporter de la street cred pour le podcast. En fait, c'était l'inverse. Moi, j'ai lu totalement à l'envers. Je me suis fait avoir. En fait, je pense qu'il faut le lire à l'envers, c'est-à-dire que le podcast a été là pour crédibiliser le futur coach. C'est plutôt dans ce sens-là, à mon avis. Donc voilà, si aujourd'hui on fait un pourquoi j'avais tort, j'avais tort là-dessus, sur le but réel de ce podcast. Je pense aussi qu'à retenir dans tout ça, un point important que j'ai pas encore évoqué, mais LeBron était free agent. Donc, au-delà même du fait que LeBron est une superstar qui aime bien mettre de la pression, etc., free agent, donc il y avait aussi ce moyen de pression par rapport à ça, et de, si vous voulez que je reste, faites un peu ce que je veux, quoi. J'exagère, mais je pense que c'est largement rentré dans l'équation. Et puis un autre point aussi, qui est hyper important à noter, dans cette affaire Dan Hurley. Wojnarowski, il est pote avec Sean Marks, GM de Brooklyn, il est pote avec Rob Pelinka, il est pote avec plein de GM, ok. Il est aussi ami avec Dan Hurley, en vérité. Et donc c'est là où, comme dit, il n'y a pas un gentil, un méchant. Il y a des insiders qui servent les intérêts de causes différentes, entre guillemets. Et donc c'est vrai que, d'un côté, on peut se dire, Woj, il a plutôt l'oreille du front office, donc l'offre était réelle, etc. Et voilà, c'était la vraie source, quoi. C'était pas Shams qui, depuis 2 mois, nous spammait avec c'est Reddick. Ok, on a compris. Donc d'un côté, on peut se dire front office, Woj, on peut faire confiance. De l'autre, c'est vrai que ça, c'est quand même là aussi un conflit d'intérêts, ou en tout cas, c'est pas transparent, mais Woj et Dan Hurley sont amis. Donc, notamment, plus que ça, Wojnarowski a même écrit le bouquin
sur le père de Dan Hurley, qui est donc le fameux Bob Hurley, hein, le coach de légende Bob Hurley, qui a écrit, alors je crois que le bouquin c'est The Miracle, le miracle de Saint Anthony, une saison avec le coach Bob Hurley et le run, la dynastie la plus improbable du basket. Voilà, donc il a écrit ce bouquin. Donc il y a aussi cet aspect à prendre en compte, hein, de dire à quel point est-ce que Woj, en fait, ben, voilà, je parlais de Shams qui sert les intérêts de ses clients, enfin, c'est pas des clients, mais des gens à qui il est proche, ou Woj aussi, mais à quel point ça, c'était pas aussi finalement une manière de dire, allez, Dan Hurley qui va chercher Woj, qui dit, tiens, tu pourrais pas me rendre un service, tu dis que les Lakers sont hyper intéressés, tu dis que les Lakers vont m'offrir un contrat, un énorme contrat long terme et très très cher. En fait, pourquoi? Pour mettre la pression. Et pour mettre la pression sur son université. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, il refuse l'offre et il prolonge finalement pour assez cher à UConn. Petit rajout au montage, mais c'est quand même un point important que j'avais noté, mais j'ai oublié de dire pendant l'enregistrement. Non, il y a aussi la possibilité très, très simplement que Woj n'ait pas eu les infos, que le choix ait été fait finalement très tôt, et que c'est Shams qui avait la vraie info depuis le début, en fait, hein, assez clairement. Et que finalement, pourquoi ça n'a pas été annoncé? Parce que justement, Redick était un peu dans la rotation de ESPN, notamment dans le booth principal, comme on dit. Donc voilà, on savait qu'il allait commenter les finales, etc. Peut-être aussi qu'il y a cette possibilité que Shams avait raison depuis le début et que finalement Woj n'avait pas l'info. Et la seule raison pour laquelle ça a traîné, c'est pas que c'était un forcing ou un pressing, mais que c'était peut-être juste le fait que les Lakers devaient attendre pour l'annoncer parce qu'il était à ESPN. Bon, je pense qu'ils auraient quand même pu l'annoncer. Voilà, mais je voulais quand même au moins énoncer la possibilité, vu qu'on énonçait tout, et vu qu'on a aussi parlé du fait que Dan Hurley, c'est peut-être un peu louche avec le côté Woj qui était un peu ami avec lui, etc., etc. Il y a peut-être aussi cette possibilité-là, effectivement. Et ça, malheureusement, c'est qu'on ne saura jamais la vérité, mais au moins, voilà. Donc voilà, petit rajout au montage, mais toutefois très important. Donc voilà. C'est vrai que là aussi, hein, je veux dire, si on quitte à dénoncer tous les liens, il faut aussi dénoncer celui-là. Assez nettement. C'est pas impossible du tout, parce que la vérité on le sait pas, mais c'est pas impossible du tout que Woj se soit un peu servi de sa plateforme lui aussi pour ça, quoi. Enfin, c'est une possibilité très concrète de finalement c'est juste il a aidé un pote, quoi. Il a vraiment aidé un pote à faire gonfler l'offre de UConn et il s'est un peu servi des Lakers, ou en tout cas de sa plateforme médiatique pour ça. Donc il y a ce risque aussi, évidemment. Et voilà, comme dit, le truc c'est que de toute façon les insiders sont amis avec leurs sources, grosso modo. C'est comme ça qu'elles ont les infos. Mais donc il y a toujours la question de est-ce que c'est juste que t'es ami et donc t'as l'info, mais l'info est vraie, mais c'est toi qui l'as parce que t'es ami, ou est-ce que parfois ça va dans l'autre sens et t'es ami, tu rends service et donc tu crées une news. Enfin voilà, oui, un peu l'idée. Et après, c'est vrai que de l'autre côté, en fait, on n'a pas de preuves, évidemment. De l'autre côté, il paraît tout de même que d'autres sources de ESPN confirment un peu ce côté. Il y a l'offre des Lakers, elle était pour de vrai. Il y a eu aussi un vrai intérêt de Dan Hurley. D'ailleurs, ce serait un peu difficile à prouver, à part Dan Hurley qui irait dans les médias dire oui, je me suis officiellement servi de Wojnarowski. On peut pas trop le prouver, mais voilà, il y a aussi d'autres sources à ESPN qui confirment un peu cette offre-là. J'imagine aussi que, vu la façon dont Woj a sorti sa news, et en citant explicitement, en disant Rob Pelinka et Jenny Buss sont intéressés et ont hâte de travailler avec Dan Hurley, bon, vu qu'ils sont cités directement, j'ai quand même moins de mal à imaginer que si c'était totalement faux et inventé, je pense que Pelinka ou Jenny Buss auraient peut-être réagi publiquement si c'était un mensonge éhonté. Parce qu'il va quand même un peu loin, quoi. Enfin, loin. Il dit clairement des noms, il dit clairement, voilà, il est assez explicite, quoi. C'est pas juste les Lakers sont intéressés. Il cite directement Pelinka et Jenny Buss sont intéressés par ça. Donc, bon, je sais pas, mais c'est un peu une situation très complexe. Hein. Mais évidemment, à évoquer là-dedans, parce que c'est une vraie guerre médiatique et vous voyez qu'il y a plein d'intérêts de partout. Donc voilà, ce côté Dan Hurley et Woj, ça rentre dans l'équation. Au final, qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que c'est peut-être juste une question de timing. Bon, je vais essayer de donner ma lecture maintenant a posteriori. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire peut-être pas grand-chose. Hein. Mais en fait, maintenant qu'on a un peu tous les éléments sous la main, comment est-ce que je pense que ça s'est déroulé à mon sens? Je pense que très tôt, LeBron James n'aimait pas trop Darvin Ham, et peut-être tout le vestiaire, même Anthony Davis, hein, qui faisait ouvertement la gueule sur le banc. Mais je pense que les Lakers, Darvin Ham, ça allait se finir. Ok, ça c'est le tout début. Je pense que LeBron, il arrive en fin de carrière, donc bon, peut-être que il en a marre d'avoir des coachs aussi trop puissants, ou peut-être que ça l'arrangeait aussi d'avoir un mec comme Redick qui littéralement qui a son âge, hein, qui est né la même année, qui d'ailleurs qui a été drafté après lui, qui a pris la retraite avant lui aussi. C'est un peu fun fact.
Et voilà, je pense que avec un Redick, il n'y a pas la même relation que si on avait ramené un autre coach, quoi, clairement. Donc, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on savait que Darvin Ham, c'était mort, quoi. Et je pense que très tôt, LeBron a voulu faire un push et a tout fait pour installer Redick. C'est ma lecture, c'est mon interprétation. Et donc ça s'est passé très tôt, ce qui a permis de voir venir, et de se dire, bon, t'es pas coach NBA, t'es même très loin d'être coach NBA, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce podcast qui va montrer que t'as un peu de street cred, et comme dit, la métaphore, cette fois, elle est littérale. C'est littéralement montrer que il peut littéralement s'asseoir à la table de LeBron pour parler tactique, à mon avis. Donc on a eu ça qui est arrivé. Ensuite, on s'est un peu servi de Shams Charania pour très très tôt balancer un peu ce nom et le mettre là-dedans, quoi, le mettre sur la place publique et dire que Lakers, Redick associait un peu l'idée. À mon avis, c'est un peu sous l'impulsion de LeBron là-dessus. De l'autre côté, les Lakers n'étaient pas forcément fans parce que Redick n'est pas coach, parce qu'il colle pas du tout avec le profil de coach qu'ils aiment bien, c'est-à-dire soit des coachs un peu vétérans, soit un peu assistant coach d'élite, clairement. Mais le problème, c'est qu'ils ont trouvé personne. Ils arrivaient à avoir personne, et que dans le même temps, le temps passe, ils trouvent personne. Budenholzer va à Phoenix, ou des trucs comme ça, quoi, voilà. Donc, ils trouvent personne, et question de timing, au bout d'un moment, tu n'arrives à engager personne. Dan Hurley, si la piste était pour de vrai, elle tombe à l'eau. Et donc tu te retrouves dans cette situation où t'es déjà en mois de juin, tu n'as personne, sachant que la draft elle va arriver et que t'as un peu besoin de... Voilà, c'est toujours bien aussi de travailler avec ton futur coach pour la draft, notamment, et pour la Summer League, et pour tout, en fait, pour la Free Agency, de construire avec lui. Donc à quel point aussi il n'y a pas une question de timing où c'est pas le souhait des Lakers du tout à la base, ils ont fait plein d'interviews avec plein de mecs différents, mais timing plus la pression de LeBron, qui a dû sans doute dire non mais moi c'est ça ou rien, quoi. Enfin ça il l'a pas dit publiquement pour le coup. Ça je pense qu'en coulisses ça devait discuter aussi. Moi j'ai l'impression que les Lakers ont finalement un peu accepté l'idée de Redick. Ils se sont un peu résolus à ça au final. Un peu tard, un peu avec la pression de LeBron, la free agency. Mais voilà, je pense pas que c'était le plan de base, et je pense qu'ils l'ont plutôt accepté. Ils se sont résolus à prendre ça plutôt que c'était le plan de base, comme le dit Shams Charania, en fait. C'est là-dessus où je pense que la vérité est un peu plus floue que ce qu'on... C'est pas un à raison, un à tort, à mon avis. Je pense que Shams Charania, il était très tôt sur le sujet, même un peu trop tôt. Et de l'autre côté, c'est vrai que bon, ça peut en choquer certains, ça peut toujours en choquer certains. En même temps, voilà, vous êtes à la place de LeBron ou de n'importe quel superstar, forcément que vous avez du pouvoir. Et oui, vous avez un peu intérêt à l'utiliser, quoi. Ça, pour le coup, c'est pas que c'est bien ou pas bien, mais ça me choque pas de facto, en tout cas. L'aspect de LeBron, il a du pouvoir, il s'en sert. Évidemment. Enfin, je veux dire, on sort d'un été, l'été dernier, où qu'est-ce qui s'est passé avec Giannis? Il a mis une pression un peu honteuse pour que le trade de Lillard se fasse, quoi. En faisant des déclarations à moitié subtiles. Oh, moi, j'adore. Enfin, je suis quelqu'un des Milwaukee Bucks, mais je suis surtout un gagnant. Donc, si ça gagne pas ici, je suis surtout un gagnant. Bon, on a compris, quoi. Donc, à la limite, moi, cet aspect de finalement la star qui use de son pouvoir, ça me choque pas. Mais bon. Voilà un peu comment moi je vois les choses. C'est LeBron qui a fait un push très tôt, les Lakers qui voulaient pas, mais qui s'en sont résolus à ça parce que parce qu'il faut le garder, parce qu'on a trouvé personne d'autre, peut-être. Je le lis un peu comme ça. Après, c'est vrai que sur JJ Redick, moi très subjectivement, moi je suis pas fan de l'analyste en tout cas. Le personnage médiatique, j'étais pas du tout fan. Je sais qu'il est très bien vu par beaucoup pour cet aspect un peu intelligent. Je vais pas dire c'est un faux intelligent du tout. Je trouve que on était surtout sur quelqu'un qui était mine de rien, enfin c'est pas Ben Taylor, quoi. Enfin, c'est clairement, on n'était pas sur l'élite de l'analyse ou quoi que ce soit. Je trouve qu'on avait quand même des sorties qui étaient très grossières, qui étaient très grotesques parfois. Il y avait une certaine ESPNisation du personnage. Donc oui, par rapport à la norme des analystes, oui, c'était plus intelligent. Bon, après on a bien compris que c'était aussi, il est intelligent, enfin, il propose du contenu très intelligent aussi relatif à la norme ESPN, quoi. Mais il a fait sa dose de clash, il a fait sa dose de coup de gueule, il a fait sa dose de putaclic. Voilà. Et
moi, je sais pas, moi, subjectivement, j'aimais pas trop. J'avoue que j'aimais pas trop. Surtout que, comme dit, bon, bah, en termes d'analyse tactique ou d'analyse poussée, en fait, il y avait beaucoup mieux, quoi, finalement. Parmi les mainstream, c'est peut-être un des meilleurs, oui, c'est clair. Mais c'est pas comparable à du vrai contenu tactique poussé ou stat ou ce que fait Ben Tyler, quoi. Assez nettement. Donc voilà, moi par exemple, hein, moi, un mec qui me dit dans les années 60, en fait, c'était les plombiers qui jouaient, donc ça vaut rien. Pour moi, c'est un peu enfin, je trouve, hein, c'est un peu une erreur éliminatoire à mes yeux, quoi. Tu peux pas, tu peux pas te prétendre un peu posé, un peu intelligent, un peu, et sortir des trucs comme ça qui sont très ESPN, quoi. Donc voilà, moi, le personnage me dérangeait un peu. Bon, en tout cas, c'est pas trop ma cam, subjectivement. Le niveau d'analyse de JJ Redick, c'était bon, c'était même très bon, surtout, comme dit, par rapport à la norme des médias NBA. Après, je trouve que c'était pas si fou que ça. Je trouve qu'il y avait un peu d'exagération sur son cas parfois, de la part de certains, mais bon, c'est pas très grave. Et surtout, le coach n'est pas l'analyste. À la limite, je me suis un peu permis cette parenthèse très subjective, mon ressenti sur le personnage qui était beaucoup plus cynique d'un point de vue économique, et d'un point de vue pub, et d'un point de vue faire des clics, etc., que ce qu'on pense. Mais à la limite, c'est pas grave, parce que le coach n'a rien à voir avec l'analyste, je pense, donc j'ai hâte de voir le coach aussi. Parce que je pourrais très bien être convaincu par le coach, alors que l'analyste me laissait un peu bof, quoi. Mais c'est vrai que, par contre, ce qui me dérange un peu, c'est le côté pas d'expérience. Aucune expérience et aucun... En fait, il a pris sa retraite il y a 3 ans, quoi. Et puis, zéro année d'assistant coach à apprendre le métier. Et là encore, bah oui, en fait, coach n'est pas analyste, donc c'est pas le même, hein, donc on peut pas le juger pour ce qu'il a fait avant. Mais par contre, joueur n'est pas coach non plus. C'est pas parce que tu as été joueur que tu peux devenir coach automatiquement. Et ça, je sais que... Bon, c'est le débat éternel. Hein. Ça, il y aura toujours des gens pour dire, mais si, quand tu as été joueur, t'as la crédibilité, tu peux l'être directement. Bon, moi, je trouve que non. Je suis plutôt de l'autre camp qui dit, bah non, il vaut mieux travailler, quoi. Et c'est vrai que, en fait, il a jamais été coach. Oui. En fait, c'est pas pareil. C'est pas pareil de jouer et de coacher. Et je pense qu'on s'en rend pas compte. Le grand public ne se rend pas compte à quel point le métier est différent, à quel point il y a un truc, une quantité astronomique de choses à maîtriser pour être un coach et un bon coach, surtout. Donc c'est vrai que moi, l'aspect de il a jamais entraîné, il a jamais été assistant, il a jamais même évolué dans un coaching staff, c'est quand même un gros moins. En tout cas, pour moi, c'est un doute. Je pars pas d'entrée de jeu en me disant il va être un coach génial, quoi. Pour moi, sachant qu'on ne sait rien de lui de base, c'est vrai que pour moi, c'est pas génial. Je suis jamais fan de ce genre de profil. D'ailleurs, on a vu un Chauncey Billups, c'est un peu ça, qui a réclamé de vouloir être coach d'un coup, voire même GM, il réclamait aussi, mais sans jamais vouloir travailler, sans jamais vouloir faire partie d'un front office d'ailleurs, ou d'un coaching staff. Pendant des années, il a réclamé, il a jamais eu. Et donc il est resté dans les médias, et finalement il a fait 1 an d'assistant coach sous Tyronn Lue, avant d'être coach donc aux Blazers. Bon, l'effectif est pas bon, on est d'accord, mais il démontre pas des trucs incroyables, quoi. Je pense qu'on peut prendre aussi l'exemple de Derek Fisher, qui a sauté le pas d'un coup. Il y a l'exemple de Steve Nash aussi. Bon, même si le cas de Brooklyn est tellement particulier que je sais pas trop à quel point on peut le juger, mais voilà, lui non plus, il a jamais été coach, il a jamais bossé dans un coaching staff complètement, mais c'est vrai qu'il avait été un peu coach assistant relativement, en tout cas consultant extérieur pour les Warriors pendant pas mal d'années. Après, il y a le cas Steve Kerr, mais lui, c'est un peu particulier parce que il a jamais été assistant coach, mais il avait été GM, donc il avait quand même été un peu dans la machine. Mais bon, c'est vrai que Steve Kerr est peut-être l'exception, mais comme dit, pas quand même pas le même bagage que les autres. Mais voilà, moi, cet aspect de je deviens coach alors que j'ai jamais été assistant et que je vais découvrir le métier, j'avoue que ça me fait un peu peur. Surtout que, bon, il y a un peu deux aspects avec le coaching. Il y a un aspect tactique et puis un aspect management. Et c'est vrai que, à quel point est-ce que le management va être un problème ? C'est pas rien, je trouve. Déjà, quid de l'expérience, en fait, hein, de Redick là-dedans, sachant qu'il est quand même assez jeune et qu'en plus, il a jamais coaché. Mais même par rapport au statut, je pense que c'est pas anodin, cet aspect de statut et en fait les liens qu'il a avec LeBron aussi. Et voilà, on le sait que j'ai déjà fait la blague assez souvent, je vais la refaire, je pense, mais le côté LeBron player coach, c'est vrai que c'est pas totalement faux non plus, quoi. J'ai un peu décrit la chronologie. Bon, on n'est pas si loin que ça, mine de rien, du côté player coach. Donc, enfin en tout cas du côté LeBron très impliqué, LeBron très proche du coach. Et c'est pas comme s'il était très proche de, je sais pas moi, enfin Kobe qui était proche de Phil Jackson. Ok, mais c'est pas pareil, quoi. Ils avaient pas le même âge, ils avaient pas le même statut, etc., etc. Là, c'est vrai qu'il y a un peu cet aspect de, en fait, à quel point c'est pas lui qui l'a placé, quoi. Et à quel point, donc, tu peux avoir de l'autorité sur tout le vestiaire,
mais même sur LeBron, en fait. Pour moi, c'est un vrai point d'interrogation. D'ailleurs, on a vu que c'est un peu ce qui a... C'est ultra important, le management. Hein. C'est ce qui a fait que Darvin Ham, ça n'a pas marché. Parce que, tactiquement, c'était pas si cata que ça. Je sais que c'est pas l'avis de beaucoup, mais moi, je trouve. Adrian Griffin aussi. C'est pas génial, mais c'était pas si cata que ça du tout, en termes de coaching tactique. Mais c'est le vestiaire il a pas eu le vestiaire. Bon, bah, merci, au revoir, quoi. Donc, le management est à ce point important. Donc, pour moi, la question se pose. Pour un mec comme JJ Redick, vis-à-vis de LeBron et vis-à-vis du reste du vestiaire. Parce qu'en plus, c'est très marrant, mais je crois que dans un des épisodes du podcast LeBron JJ Redick, il y a quand même un épisode où on parle d'intelligence de jeu, de lecture de jeu. Il y a un épisode où LeBron lui dit, non mais, Redick commence à parler de lecture de jeu, de QI basket, etc. De ce que lui faisait quand il était joueur, hein, je veux dire. Et LeBron lui dit, non mais toi t'es gentil, t'étais un shooter en sortie d'écran. Donc, ta seule lecture que tu avais à faire, c'est est-ce que sur la sortie d'écran, l'intérieur il est haut ou il est bas, est-ce que je peux shooter ou est-ce que je dois faire la passe par-dessus, quoi. Donc, vraiment, ça peut être compliqué. Si en effet, les liens qu'on a un peu développés, les liens de le clan Redick, le clan LeBron, Rich Paul, Shams Charania, Redick, si on a un peu ces liens-là, on a un peu, ils ont le même âge, LeBron a un statut infiniment supérieur à Redick. Voilà, c'est pas simple à gérer. C'est pas simple vis-à-vis de LeBron. Comment est-ce que... c'est quand même un mec qui a critiqué... C'est quand même LeBron qui a parlé de son coach comme « Mais toi, t'es gentil, mais t'étais qu'un simple shooter en sortie d'écran. Alors tes lectures... nous fais pas croire que c'était... » Voilà. Donc, bizarre d'être le coach de ce mec-là, en termes de management. Le positionnement est pas facile, mais surtout, aussi par rapport aux autres. Je sais pas si vous avez vu passer la déclaration de Jared Dudley, qui lui est assistant coach aux Mavs, qui dit, nous, on n'est pas tous comme JJ Redick, hein, on n'a pas les mêmes accès et les mêmes relations que JJ Redick. Nous, on est obligé de travailler comme assistant coach avant de pouvoir être coach NBA, quoi. Bon, après, il a fait un peu machine arrière parce qu'il a vu que ça prenait de l'ampleur et tout, et il dit non, mais rien contre Redick et tout, mais on a quand même compris le propos, quoi. Et si Jared Dudley, il est capable de penser ça, je pense que si lui il le pense, d'autres aussi le pensent. Alors, d'autres anciens joueurs, assistants coach, mais surtout si Jared Dudley il vient faire ce raisonnement de LeBron, Redick très proche, etc. Bon, les joueurs aussi. Et je lisais un article de je sais plus qui disait mais c'est vrai que c'est compliqué. À quel point, je crois que c'est Aslem qui parlait de ça, Udonis Aslem qui disait à quel point est-ce que les autres joueurs dans le vestiaire, quand JJ Redick va dire un truc, les joueurs vont pas se dire est-ce que c'est Redick qui parle ou est-ce que c'est LeBron qui parle. Là encore, hein, moi c'est aussi pour ça que je suis étonné qu'il ait pris ce poste de coach. Et que j'étais étonné, je pensais pas que ça se ferait au début, mais le risque est quand même gros, quoi. Surtout si tu viens là, a priori aussi beaucoup avec tes liens avec LeBron, c'est pas facile la gestion management de tout ça en fait. Hein. Donc c'est pas rien, et comme dit, le management est à ce point important que voilà, c'est pour moi un gros point d'interrogation vis-à-vis de LeBron. Est-ce que lui peut manager un LeBron James qui a un statut supérieur à lui, sachant que lui n'a aucune expérience de coaching? Est-ce qu'il peut manager les autres, sachant que les autres, ils vont bien savoir qu'ils vont bien comprendre que, c'est un peu le mec de LeBron, etc. etc. Donc, première difficulté. Et donc, ça, c'est pour le côté management, qui est primordial. Oui, je n'enregistre pas au même endroit, cette fin de podcast, mais passons. Donc, management, en effet, après, il y a l'aspect tactique. Et là, c'est vrai que, en fait, je pense qu'on s'en rend pas compte là non plus, en termes de nous, de l'extérieur, mais le nombre de paramètres à maîtriser pour être un bon coach NBA est assez énormissime, pour le coup. Et puis, surtout, en fait, c'est pas pareil d'être un bon analyste, de savoir décrire ce qui se passe, voire même d'être un joueur qui sait ce qui se passe aussi, et de l'autre, d'être aussi un bon coach tactique, en fait. Il y a tout ce truc où c'est pas pareil de savoir faire un bon système, typiquement, et d'être un très bon tacticien avec, en fait, au-delà du côté... il y a des coachs qui sont de très bons tacticiens, un peu créatifs, juste, j'ai plein de bons systèmes gadgets, etc. Je pense à notamment Luke Walton, que moi j'aime beaucoup, hein. J'adore le playbook de Luke Walton, j'ai toujours été très haut sur lui, de ce point de vue-là, en tout cas. Mais c'est pas que ça, être coach. On retient beaucoup les systèmes de jeu, surtout ceux qui sont donc un peu gadgets, qui sortent de l'ordinaire, etc. Après, en fait, le gros du boulot, c'est pas tant les systèmes, surtout dans la NBA qui va de plus en plus vers de la free flow offense, un peu plus libre, etc. Il y a aussi tout un aspect stratégique, en fait. C'est ça un bon coach. C'est pas le joli système, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ce système. D'ailleurs,
pas que des systèmes complexes, hein, ça peut être juste un pick and roll. Mais pourquoi est-ce qu'on fait un pick and roll? Pourquoi, face à telle ou telle défense, on le fait plutôt plein centre plutôt que sur le côté, le pick and roll qui part vers l'intérieur, qui part vers l'extérieur, avec qui on le fait, qui est-ce qu'on cible, etc., etc. Enfin bref, je pense qu'il y a toute une partie stratégique, en fait, qui n'est pas facile à maîtriser. Et là-dessus, en fait, on ne sait pas ce que vaut Reddick. Ça, pour le coup, bah, c'est vrai que moi, je pars non pas avec un a priori négatif, mais c'est juste que le mec n'a jamais bossé. Encore une fois, il y a une expertise de joueur, d'accord, mais qui n'est pas l'expertise de stratège d'un coach qui doit tout gérer, là où le joueur ne doit pas tout gérer. Le joueur est un technicien, il doit d'abord maîtriser sa propre technique, sa palette de jeu, ses propres lectures, etc. C'est pas pareil que de maîtriser cet aspect stratégique de qu'est-ce qu'on fait, comment on attaque, avec qui on attaque, qui est-ce qu'on va cibler, etc., etc. Donc voilà. Là, tout cet aspect stratégique, ça, ben on sait pas. On sait pas, et malheureusement, il a jamais bossé en staff NBA. Il a jamais été assistant, donc même, il va découvrir totalement. Bon, après, c'est pas hyper grave, parce que là-dessus, c'est peut-être un des éléments où LeBron est le meilleur de l'histoire aussi, mais bon, voilà, LeBron, c'est un joueur, quoi. C'est pas le coach non plus. Même si on blague sur le player coach, mais voilà. Donc, moi, sur cet aspect tactique, il y a aussi tout ce qui est stratégie et de gestion de tout ça, en fait. C'est pas que les playoffs, mais même en saison régulière, il faut savoir qui attaquer, comment on le fait, la variété dans les systèmes, etc. Donc, bref, il y a cet aspect. Et pour le coup, j'avoue que je suis pas rassuré par ces assistants, les principaux, notamment ceux qui l'ont rejoint. D'ailleurs, bon signe ou pas, mais il y a quand même pas des très gros noms qui sont venus se rajouter au coaching staff. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il faut lire là-dedans. Est-ce que c'est juste des mecs qui veulent pas s'attacher à Reddick parce que c'est risqué, un mec qui a jamais coaché? Est-ce que c'est parce que c'est compliqué les Lakers? Est-ce que c'est parce que c'est compliqué les Lakers de LeBron? Est-ce que c'est compliqué de... Bref, non pas le clan, mais le côté... bah voilà, le côté tribu, le côté Rich Paul, etc., etc. Donc, pour l'instant, les assistants qu'on a, c'est Scott Brooks et Nate McMillan. Bon, voilà, c'est du coach vétéran NBA, mais c'est deux qui n'ont jamais été réputés pour ça, quoi. C'était même un peu le défaut, c'est le côté créatif et même le côté compétence de coach, même stratégique et autres, quoi. Enfin bon, c'était une autre époque, mais bref. Donc là-dessus, pas hyper rassuré, mais bon, à la limite, ça, il va découvrir, on verra. On ne sait pas s'il a cette fibre ou pas, on ne sait pas s'il a cette compétence ou pas, on ne sait pas si LeBron ou si les assistants vont aider ou pas. Il n'y a pas qu'un d'ailleurs, il n'y a pas que Scott Brooks et McMillan. Je crois qu'il y a Lisa Harding de Sacramento, l'ancienne, enfin la coach de l'équipe de D-League des Kings, et puis il y a aussi le fils Saint-Jean, j'ai plus le prénom exactement sous les yeux, mais bref, le fils d'un coach qui s'appelait Saint-Jean aussi, mais le fils qui a été assistant notamment, je crois, déjà aux Lakers avec Frank Vogel. Bref, donc voilà pour le coaching staff, mais il y a un autre aspect, moi, qui m'intéresse et qui je trouve est un peu le point principal de cette équipe et qui va être le plus gros challenge tactique pour Reddick, c'est en fait quelle va être l'identité de cette équipe. Et c'est vrai que c'est finalement le même problème qu'a eu Darvin Ham, et c'était un peu à la fois la force mais aussi la faiblesse de cette équipe, je trouve. On l'a développé, si ça vous intéresse, dans les bilans 2024, allez voir, c'est sorti il y a quelques jours, mais c'est un peu cet aspect où quelle peut être l'identité tactique de cette équipe, comment va jouer cette équipe. Et c'est vrai que historiquement, les équipes de LeBron, ça passe par du LeBron, c'est un peu du héliocentrique, comme on dit, donc un joueur autour de qui tout va tourner, héliocentrique. Bon, le problème, c'est que LeBron, de 2025, et même déjà en 2024, et même déjà en 2023 même, en fait, c'est plus LeBron. LeBron, il a plus l'âge. On sait que sur une ou deux actions, c'est toujours pareil, c'est toujours aussi compétent. Après, il ne peut pas le faire sur l'intégralité d'un match. Donc, il y a un peu ce truc un peu ce côté un peu ambigu, j'ai l'impression, tactiquement, où ton identité d'équipe ne peut plus être celle de Miami en 2014, celle des Cavaliers aussi, ou etc., quoi. Ça, les équipes de LeBron désormais ne sont plus des équipes de LeBron d'avant, où sa seule présence et son style de jeu dictaient un peu l'identité de l'équipe, donc beaucoup de pick and roll, drive and kick, voilà, ce style héliocentrique autour de lui. Aujourd'hui, comme dit, il ne peut pas encaisser un tel volume. Sur le volume qu'il a, il peut être aussi bon qu'avant. Il sort d'ailleurs d'une saison où il était troisième driver le plus efficace de NBA. Donc on a toujours des standards d'élite pour LeBron James, mais c'est juste que on ne peut pas encaisser autant. Donc, quelle était un peu l'identité offensive de cette équipe sous Darvin Ham, notamment? C'était une attaque très polyvalente, finalement. Et qui, bon, ça dépend si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais mine de rien, il n'y avait pas une identité forte comme on a l'habitude de retrouver. Et comme dit, on peut le voir de manière positive ou négative, mais
factuellement, en tout cas, c'est une équipe qui touchait à tout en attaque. C'est une équipe qui pouvait dérouler plein de choses, qui pouvait attaquer avec LeBron sur pick and roll, qui pouvait attaquer avec du empty pick and roll, donc non pas plein centre, mais sur le côté, parce que tout ce qui est Austin Reeves et D'Angelo Russell, ils adorent ça. C'est une équipe qui pouvait aussi beaucoup attaquer depuis le post-up, notamment les fameux match-up contre OKC, ça passait beaucoup par là, parce que OKC à l'intérieur, c'était défensivement un peu léger, face à LeBron, face à AD, etc. C'est une équipe qui pouvait faire un peu du Horns, c'est une équipe qui pouvait faire... Enfin, il y a plein de systèmes différents, et c'est-à-dire qu'en termes d'identité, c'est pas les pick and roll de Dallas. Voilà, c'est pas Luka Doncic, c'est pas une attaque à la James Harden, c'est pas non plus une motion offense hyper fluide et développée autour de Curry, c'est pas non plus la mainmise de Jokic sur Denver, etc. etc. Voilà, il y a un peu ce côté où, vu l'âge de LeBron, on peut plus... En tout cas, il y a cette ambiguïté de, oui, on a LeBron, et quand il a la balle, on joue un peu le LeBron ball, mais tu peux pas le faire tout le temps, quoi. Donc, c'est un peu ce qui a coûté, je trouve, des points à Darvin Ham, c'est cet aspect de, ok, on a une attaque qui est bien parce qu'elle peut toucher à tout, et donc selon le match-up, on s'adapte, mais t'as aucun truc génial, quoi. T'as aucun aspect où tu peux te dire, on est vraiment très bon, quoi. Donc là-dessus, c'est vrai que ça va être compliqué pour Redick, mais en fait pour n'importe quel coach, de comment est-ce qu'on arrive à construire une identité offensive avec LeBron, mais qui est plus LeBron, qui peut faire du LeBron, pick and roll notamment, mais pas tout le temps. Il faut aussi l'envoyer en post-up, il faut aussi l'envoyer, pourquoi pas en poseur d'écran aussi, le fameux pick and roll avec Austin Reeves. Voilà, donc tu as cet aspect, et de l'autre côté, c'est pas comme si tu pouvais construire non plus autour de... Alors là, moi j'aime beaucoup Austin Reeves, mais c'est pas un créateur principal d'attaque non plus qui peut à lui seul dicter une identité, voire même en tant que créateur majeur, même pas premier, mais un B, on va dire. D'Angelo Russell non plus, c'est pas pareil. Anthony Davis, bon, c'est une superstar, d'accord, mais surtout pour la défense, et bon, par rapport à d'autres défenseurs, c'est un excellentissime attaquant, on est d'accord, mais c'est pas un initiateur d'attaque de haut niveau non plus, donc c'est quoi l'identité d'une attaque autour de Davis? On l'a jamais vraiment vu. En tout cas, les meilleures attaques qu'on a vues, c'est quand il y avait un pick and roll avec, à l'époque, avec Rondo, plus le pick and roll entre gros avec Cousins ou des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, Davis non plus, ça dicte pas une identité forte, très marquée non plus, quoi. Donc, bref, je pense qu'on va un peu retomber là-dedans. Et ça aurait été un challenge pour n'importe quel coach, finalement, pour cette équipe, mais c'est cet aspect d'un effectif très homogène. Souvenez-vous, on a un peu attaqué le podcast comme ça, et c'est vrai que, voilà, une fois qu'on retombe sur la tactique, on retombe à ça, en fait. On retombe sur ça, pardon. C'est-à-dire, ouais, on a LeBron qui, sur le niveau intrinsèque par ballon touché, il est très fort, mais il peut plus faire comme avant, toucher la balle 100 fois par match et avoir un usage de 30 ou 40% comme avant. De l'autre côté, tu as des créateurs secondaires voire tertiaires très sympathiques, Russell, Austin Reeves, aussi un peu Davis, mais voilà, c'est pas... Je pense que l'identité, elle va être difficile à trouver, et je crains un peu, je redoute un peu les mêmes critiques quand même, c'est-à-dire ça change un peu tout le temps, quoi. Les gens ont vu ça et on dit, mais il n'y a pas une manière de jouer et ça change un peu tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on change autant, quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un truc et un truc très bien? Voilà, à mon avis, c'était un peu pour ça. Et le truc, c'est que l'effectif a pas tant changé que ça. C'est-à-dire que j'en ai même pas parlé, hein. Là, je parlais que du coach. La guerre entre LeBron et les Lakers, autour de Redick, autour des insiders, j'ai parlé beaucoup de ça, mais j'ai même pas parlé du fait que finalement, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements côté effectif. Hein. On a à peu près le même effectif, c'est-à-dire LeBron, Davis, on a toujours D'Angelo Russell et Austin Reeves. On a toujours Rui Hachimura, qui est Vincent, qui va revenir de blessure, on l'espère, ça va être un vrai joueur de rotation, peut-être. Vanderbilt, qui va revenir de blessure, peut-être aussi. Max Christie, qui on l'espère va un peu plus jouer, le 3&D, jeune 3&D, Max Christie, que moi j'aime beaucoup d'ailleurs. Cam Reddish est toujours là, je crois, de mémoire. Je dis pas de bêtises, mais oui, je crois que oui. Taurean Prince est parti, par contre, donc t'as perdu un 3&D, non remplacé d'ailleurs, un peu dommage. Et voilà, c'est exactement la même équipe que l'an dernier. J'ai cité Hachimura ou pas? Je sais plus. Rui Hachimura est toujours là, évidemment. Et bon, d'un côté, on peut se dire, est-ce que JJ Redick va faire comme Darvin Ham avec donc une équipe et une attaque à l'identité très malléable finalement, qui va faire un peu de tout, un peu toucher à tout, ou est-ce qu'on va essayer de recentrer, je sais pas moi, essayer de décoller un Austin Reeves? C'est peut-être ma déception sur Darvin Ham, c'est je pensais qu'il pourrait faire plus, Reeves. Mais je suis aussi très très chaud sur Reeves, donc plus que la moyenne. Mais est-ce que ça peut passer par une explosion encore plus, méga responsabilisation de Austin Reeves, et donc une attaque plus axée pick and roll, par exemple? Voilà, ce genre de choses. Je sais pas, donc est-ce qu'on continue comme ça, même effectif, ou alors, comme d'habitude, est-ce qu'on fait le gros coup?
Voilà, c'est la rengaine depuis un an et demi, on a des bons joueurs, on a aussi notamment donc des bons contrats. Je pense à Rui Hachimura, 17 millions, contrat de taille moyenne, parfait pour monter des échanges. Hachimura 17, D'Angelo Russell 18, Reeves même 12, mais bon, moi je le garderai parce que à ce prix-là, Austin Reeves, c'est un peu cadeau. Il y a aussi Gabe Vincent, qui je pense peut aider, mais bon, dans un trade, ça dépend qu'est-ce que tu as en retour, mais si pour aller chercher un meneur star par exemple, bah, c'est pas grave de le laisser partir, mais donc 11 millions Gabe Vincent, contrat de taille moyenne pour de bons échanges. Jared Vanderbilt aussi, 10 millions. Christie vient de re-signer à 7, donc il sera peut-être éligible à être échangé plus tard. Et puis après, tu as aussi t'as le nouveau drafté Dalton Knecht, je crois qu'on dit comme ça, ou alors Oud Skifino, jeune drafté de l'an passé. Voilà, ils ne sont pas des gros contrats, mais pour faire pencher la balance et pour convaincre une équipe, tu peux rajouter un petit jeune là-dedans, ou des tours de draft. Bon, j'ai pas exactement devant les yeux, mais voilà, limite, c'est pas tant les technicalités aujourd'hui du salary cap ou des trades qui m'intéressent aujourd'hui, c'est juste pour dire que soit on fait un trade pour aller chercher un joueur majeur, si tant est qu'il soit disponible, et que les Lakers arrivent à aller le chercher, et là, peut-être qu'on peut dicter une nouvelle identité forte offensive de par un profil assez intéressant. On va pas aller jusqu'à Kawhi Leonard, mais je sais pas, moi, certaines opportunités du marché. Soit sinon, je crains et je redoute qu'on reste un peu dans le style actuel et que ce soit un peu comme avant, quoi. Un peu une attaque qui touche à tout avec Russell qui a ses 7 à lui, Reeves qui a ses 7 à lui, LeBron qui a ses actions à lui, Davis qui a un peu ses actions à lui, etc. quoi. Donc voilà, bon, encore, je vais pas refaire le bilan podcast, le podcast sur le bilan 2024 qu'on a fait, mais une des forces des Lakers l'an dernier, c'était aussi le panier, quoi. Et à quel point est-ce que Darvin Ham était très bon pour avoir des tirs au panier, des lancers francs. Voilà, ça, c'est quand même assez intéressant. À quel point est-ce que Redick va arriver à reproduire ça avec le matos qu'il aura. On verra ça, mais je crains un peu une continuité et donc cet aspect de pas facile, hein. Pas facile de construire une vraie attaque qui a une identité un peu qui se dégage avec un LeBron qui avant le dictait à lui tout seul, mais maintenant c'est plus le cas. C'est un peu ambigu finalement comme situation. D'ailleurs, toujours pareil sur le coaching, quelle va être l'identité défensive de cette équipe. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va vouloir faire en termes de, notamment le positionnement de Anthony Davis, poste 4 ou poste 5. Quid aussi du spacing par rapport à ça. Enfin, est-ce qu'on est poste 4 ou poste 5, mais bref, au niveau des schémas défensifs aussi, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir pratiquer. Ça dépend aussi de rotation. Bref, il y a plein d'interrogations. Et ça, on peut pas y répondre à ça. On verra qu'est-ce que ça va donner. Mais voilà. Le côté créativité tactique, c'est une chose. Il y a le côté stratégique, plus important, à mon sens. Il y a le côté identité tactique de cette équipe qui n'est pas très définie, ou en tout cas, qui est définie en tant qu'un peu touche à tout. Et puis après, il y aura l'aspect d'ajustement. Ça, c'est aussi un truc où, je le répète assez souvent, mais c'est la qualité principale des coachs d'élite. C'est pas tant, je fais des beaux systèmes, c'est en playoff, je suis capable de m'ajuster. Et ça, en plus, c'est un truc sur lequel Darvin Ham avait été excellent sur les playoffs 2023. C'est pour ça aussi qu'on les met à ce point sur ce round de playoffs, c'est cette capacité pour un coach très jeune de s'adapter et de pas tergiverser, de faire les choix directs. Et par exemple, c'est ce qui manque un peu à Doc Rivers, qui est un bon coach de saison régulière, qui a des bons systèmes et tout, mais qui manque un peu de ce côté d'adaptation en playoff. Et ça, là encore, est-ce que Redick est un coach qui est capable de s'adapter? C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. C'est juste que pour l'instant, on ne sait pas, mais voilà. Comme dit, on a aussi des coachs rookies comme Darvin Ham, comme Nick Nurse, hein, qui était fabuleux là-dessus, dès son année rookie. D'ailleurs, il est allé au titre, comme Steve Kerr, etc. quoi. Donc, ça, c'est un peu. On ne sait pas. On ne sait pas, mais ça fait aussi partie donc, du challenge tactique. On a parlé du management, mais au niveau tactique, donc c'est tout ça. C'est adaptabilité, c'est l'identité, trade ou pas, d'ailleurs. C'est les systèmes, c'est la stratégie. C'est un boulot assez complexe, hein, mine de rien. Donc, c'est pour ça que moi, le manque de bagage tactique, on va dire, en tout cas le manque de bagage, d'expérience dans un coaching staff peut un peu impressionner. Mais voilà pour JJ Redick aux Lakers. Je sais pas quel bilan on peut en faire. Enfin, il n'y a pas de bilan à faire, hein, pour l'instant. On verra comment ça va se passer, mais voici un peu pour cette fameuse guerre, hein, qui aura été remportée au final par LeBron James face aux Lakers, à mon avis. Il a réussi à placer son mec là où il voulait. Son ami, je ne sais pas. Mais ça semble assez évident depuis le début, hein, même si... oublions un peu la guéguerre d'ego de Shams et de Woj, mais voilà, ça a traduit à mon sens une guerre, un bras de fer entre LeBron et les Lakers. LeBron a gagné, il a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire le coach qu'il préférait, malgré les contestations à demi-mot de Shams qui nous a dit non, il n'est pas impliqué du tout. Bon, on a bien compris. Et bien maintenant on verra. À quel point la blague sera une blague ou pas,
d'ailleurs, de LeBron player coach, à quel point le management va être facile pour Redick de manager LeBron et les autres, à quel point la tactique, la stratégie, ça va être facile ou pas. Bref, autant de réponses qu'on aura que l'an prochain, donc rendez-vous d'ici quelques mois pour un petit bilan de ces Lakers 2025. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour mon avis un peu sur JJ Redick. Alors j'ai essayé de pas trop mélanger justement, mais un peu de présenter la chronologie un peu factuelle de cet épisode, ce bras de fer entre LeBron et les Lakers. J'ai aussi un peu saupoudré de mon avis, vous aurez vu. Mais voilà pour vraiment je trouve un épisode assez rocambolesque de cette intersaison et même d'avant, hein, ça depuis avril, hein, finalement ça traîne tout ça. Comme dit, moi vraiment très étonné, mais bon, on verra et en même temps que LeBron veuille finir un peu en player coach sa carrière, ou en tout cas au moins à moitié, bon ça me dérange pas, ça fait un peu partie du personnage, comme ça il pourra dire qu'il a tout fait. Il a tout fait, il aura fait champion NBA, Hall of Fame, il aura tout fait, et donc y compris jouer avec son fils et donc aussi player coach. Et donc nous, on va se retrouver pour la prochaine fois, je ne sais pas pourquoi, période floue en ce moment pour moi, mais on va se retrouver pour un petit truc, je pense, peut-être théorique. Et donc, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour vos participations, iTunes, Spotify, etc. Ça fait vraiment très plaisir et c'est ce qui fait avancer le podcast, donc merci à vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.